Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Quel cadre enchanteur pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice. Je me trouve aujourd'hui au Jardin botanique de Metz dans le cadre du festival Penser la Terre qui aujourd'hui célèbre le courage des oiseaux. Et qui de mieux que le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, pour nous en parler, pour en témoigner. J'irai à sa rencontre aujourd'hui, comme j'irai à la rencontre des nombreux auteurs présents sur place, comme Raphaël Sané qui va nous apprendre à reconnaître le chant des oiseaux. Il y a également des animations, des ateliers qui seront dispensés. Je vais me glisser un petit peu partout, aller à la rencontre des artisans également qui vont nous faire découvrir leurs produits, leurs créations. On va passer un bon moment ensemble, une balade vivifiante, ressourçante, vivante, placée sous la protection des oiseaux. On y va? Allez, bienvenue! Alors les oiseaux, ils ont du style, mais ils ont aussi un style, et on en connaît tous. Vous entendez un goéland, vous savez que c'est un goéland, alors qu'il y a 5 ou 6 espèces de goélands chez nous. Voilà, vous connaissez le style pigeon et tourterelle. Vous reconnaissez l'accent, ah oui, ça c'est un américain, ça c'est un italien. Ça marche aussi avec les groupes, hein. Ça c'est rock, ça c'est jazz, etc. Avec les oiseaux, c'est pareil, les mésanges, elles ont un style mésange, des notes un peu bien définies, un peu aiguës et un peu titi ou des trucs comme ça, très nets. Raphaël Sané, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Reconnaître et retenir le chant des oiseaux ». Oui. Vous nous donnez des conseils pour pouvoir apprendre à les distinguer. Alors moi j'en entends là un peu au Oui. loin. Il y avait un petit roitelet là, qui chantait à l'instant. C'est vrai le roi? Et c'est vrai que quand on commence à se mettre au chant des oiseaux, j'explique dans la méthode, c'est que, voilà, on vient de l'entendre là, c'est qu'on rajoute une dimension sensorielle à son existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prête attention à quelque chose, vous le savez, si on décide de voir des formes de cœur dans la nature, à bout d'un moment, on les voit constamment. Ouais. Et bien avec les chants d'oiseaux, c'est pareil. À un moment, on les entend partout et on se rend compte qu'ils sont toujours là. Et l'avantage de les connaître, c'est que en sortant, on n'est plus jamais seul. On se balade plus dans une foule avec des inconnus, on se balade dans un endroit où, ah, le rossignol, ah, mais le coucou est revenu aujourd'hui, ah, le printemps est fini, les martinets sont là, etc. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai lu quelques bouquins sur la neuroscience, sur des trucs des mnémonistes, ceux qui retiennent des jeux de cartes en 13 secondes. Et en fait, leurs trucs sont un peu toujours pareils, et certains sont applicables au son. Notre mémoire, elle n'est pas faite pour le son. Donc, il ne faut pas du tout, le truc numéro 1, c'est on ne retient pas un chant tel quel. Par contre, on va retenir une caractéristique, sa longueur, le fait qu'il soit aigu, le fait qu'il soit rapide, le fait qu'il soit bégayé, le fait qu'il soit éternué, enfin, qui nous rappelle le son d'une chaîne rouillée. Il y a des tas de manières, et ça, c'est un moyen mnémotechnique. On s'en empare, et ça nous fait le lien. C'est plutôt que de retenir la pelote, on retire le fil, et ce fil, c'est le moyen mnémotechnique. Et grâce à ça, ça va très vite. Par exemple, il y en a beaucoup qui s'interrogent, ah, est-ce que c'est un pigeon, est-ce que c'est une tourterelle? On sait que c'est dans ce groupe-là. Le pigeon ramier. Voilà, par exemple, pigeon ramier ou tourterelle turque, on sait quand on entend un pigeon que c'en est un. En général, on reconnaît ce style, parce que les oiseaux ont du style. Mais on ne sait pas lequel. Eh bien, c'est très simple, la tourterelle, c'est tourterelle, c'est un mode 3. Alors que le pigeon, c'est je suis le ramier. Je suis le ramier, c'est un mode 5. Voilà, donc... alors il y a des sonorités différentes, il y a des structures différentes, le phrasé est différent, donc le meilleur moyen mnémotechnique, c'est celui qu'on se crée. Et moi je donne un peu les pistes je donne aussi les pistes pour les créer. Donc si ceux que je vous donne ne vous conviennent pas, vous faites les vôtres. Mais là par exemple ça marche assez bien, quoi. En aparté, vous me disiez qu'un chant, c'est pas forcément juste une mélodie. Non. Ça peut aller plus loin que ça. Tout à fait, on pense souvent qu'un chant, la définition, c'est quelque chose de mélodieux qui nous enchante. Non, la beauté n'a rien à voir, c'est la fonction qui joue. C'est surtout fait par les mâles en période de reproduction. Et le message, il est double, c'est si tu es un mâle, tu dégages. En tout cas, tu viens pas. Et si tu es une femelle, tu es la bienvenue. Par exemple, le martèlement du pic que vous entendez dans les forêts là au printemps, qui fait trrr comme ça, c'est un chant. En réalité, où c'est assimilé à un chant. Oui. Alors que, et c'est pas du tout recherche de nourriture. La recherche de nourriture, il va taper comme ça pour vraiment enlever le bois. Oui. Et il a aussi des cris, et il y a aussi la différence entre chant et cri, c'est qu'il y a aussi des cris qui servent à d'autres choses, alarmer, c'est dire qu'on est là, des choses comme ça. Ils discutent entre eux? Alors, il y a des genres de... C'est plutôt des... Comme avec le slam ou le rap, c'est des battles.
C'est-à-dire que quand un merle a un territoire et un autre merle a un territoire et qu'ils sont à la frontière, ils vont éventuellement se mettre d'un côté à l'autre. Ouais, parfois on entend Et qui voilà. se répondent. Et on se dit, attends, ici c'est chez moi. Ouais, bah, ici c'est chez moi. Ah ouais, t'as pas intérêt à venir. Bah, toi non plus. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et nous, on peut leur parler? Alors, on peut les imiter. On peut les imiter, ils font pas la différence. Si j'imite le coucou là maintenant, et je peux faire venir un coucou. Et c'est un moyen d'étude. Ça s'appelle la repasse. On repasse le chant. Et dans des endroits, par exemple la nuit, je veux étudier les chouettes et elles chantent pas. Je peux essayer de la provoquer un peu parce que le mâle, il va se dire, oh purée, il y a un concurrent chez moi. Je vais réagir. Et là, il chante à son tour pour dire, ah, c'est déjà pris ici. Et vous aussi, avec cette balade zinzin sur les sons de la nature, vous allez devenir de véritables promeneurs écoutants, promeneuses écoutantes. Et ça, à la récré, tu vas voir, tu vas pouvoir te la péter, c'est trop la classe. Les balades zinzin sur la nature, c'est né d'une formation de guide nature. Mais avant ça, déjà, j'aimais bien écouter les sons de la nature. J'aime bien les audionaturalistes, donc ce sont des personnes qui font des prises de sons de la nature. Et en fait, en faisant cette formation de guide nature, je me suis dit, tiens, j'aimerais créer une sorte de balade nature orientée sur l'écoute de l'environnement. Et comme de manière générale, j'aime bien quand c'est un peu zinzin, je me suis dit, bah, en plus de ça, il faut que ce soit un peu décalé. Mais il n'y en a que 1/3 des poissons qui communiquent avec les sons. Le reste des autres poissons ne communiquent pas avec les sons. Et alors, ils font des sons extrêmement zinzin. Il y en a, par exemple, pour communiquer, ils craquent leur nuque. Bon, voilà, c'est une technique. Il y en a d'autres qui claquent des dents. Et il y en a d'autres, ça c'est vraiment zinzin, qui pètent pour communiquer. Voilà, les harengs notamment, ils font ça. C'est un personnage assez foutraque, hein. Il a tout un tas d'ustensiles. J'ai aussi fait du bruitage, et ce que j'aime bien dans le bruitage, c'est qu'on a tout un arsenal d'objets un peu farfelus qui permettent de faire des sons. Et j'aime bien un peu ce côté bricoleur fou, un peu zinzin comme ça. Je sollicite l'imaginaire, quoi, donc j'ai envie un peu de créer un univers un peu foutraque, un peu étonnant comme ça, pour combiner le naturalisme et le monde zinzin. Et allez-y. Ah oui, super! Un rouge-gorge magnifique. Je dessine, il pleut, il n'y en a plus. C'est l'art de vivre l'instant présent et de pas être matérialiste en fait. C'est de vivre, c'est de se dire on va dessiner, on se fait plaisir, on partage. Demain il pleut, ce soir, dans 2 minutes il pleut, c'est pas grave, c'est comme ça, on recommencera. Au début, j'ai découvert la craie avec mes filles et puis ça a toujours fait partie de ma vie, toujours été observatrice et d'être émerveillée par les oiseaux. Et au début, j'ai commencé à dessiner d'abord des petites fleurs, des petits mandalas, jusqu'à temps de me spécialiser dans les oiseaux parce que maintenant, je fais partie de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux. Et que je trouve que c'est très important qu'on puisse les mettre en avant dans un environnement où maintenant les humains ont du mal à les observer et à les écouter. Donc de les mettre en dessin et d'en parler, ça permet de partager en fait ma passion pour les oiseaux, pour la craie et de montrer que c'est du vivant, ils sont présents à chaque instant. D'essayer d'être aussi délicat qu'une plume, c'est pas évident au sol, d'être délicate. Chaque bitume est différent, chaque aspérité est différente. J'essaie de faire au mieux de représenter la légèreté de l'oiseau. Ça me procure de la joie, de la liberté, et puis ça me permet, c'est un échappatoire, c'est méditatif. Voilà, c'est se faire du bien à l'instant présent. Alors, ce qu'il y a de bien avec le festival, c'est qu'on peut s'émerveiller au chant des oiseaux, puis on peut également découvrir de très belles créations réalisées par des artistes comme Elio avec Merveille partout. Pour le festival, j'ai fait toute une collection d'oiseaux. Donc j'ai des bijoux, des petits soliflores, des petites boîtes. Comment est-ce que vous définiriez votre style, votre patte? C'est quoi la patte Merveille partout? Je sais pas, j'aime bien faire plein de toutes petites choses qui sont du coup un peu surprenantes, un peu merveilleuses quand on les croise par hasard. Voilà, il y a des pendentifs, il y a des boucles d'oreilles. Après je fais aussi des petites boîtes
Voilà, j'ai un set de théières avec des tasses. Je fais pas beaucoup de vaisselle, mais j'en ai un petit peu. Puis je fais des petits mobiles aussi. C'est une autre dimension et c'est une manière de rendre vie à des petites choses qu'on a dans la tête, quoi. Moi, dit l'hirondelle, je vole et je vais là où il me plaît. Je suis bien contente et c'est beaucoup mieux. C'est la première fois que je viens et je dois dire que je suis extrêmement charmée. D'abord, il fait beau, le jardin est magnifique. J'ai pu faire une sieste même sous un arbre tout à l'heure. Se promener ici, c'est vraiment très agréable. Et j'ai eu une chance, c'est que la conférence que j'ai donnée était sous un séquoia. Et il n'y a rien de mieux, enfin, j'aurais pu y rester des heures. La conférence aurait pu durer 8 heures. Peut-être que les gens seraient partis, mais moi je serais restée. C'est le lien avec une espèce, avec une autre espèce que nous qui m'intéressait. Et d'un certain point de vue, comment on rencontre quelqu'un avec qui on ne parle pas. Quelqu'un qui ne mange pas la même chose que nous, qui ne voit pas les mêmes choses que nous, qui ne sent pas les mêmes choses que nous, qui n'a pas les mêmes besoins que nous. Et pourtant, comment on arrive à s'aimer, se rencontrer. Mais j'adore. Voilà. Ça lui plaît. Merci. C'est l'histoire d'un homme qui va rencontrer le dernier grand pingouin, une espèce qui a réellement existé, qui a réellement disparu, mais lui rencontre le dernier individu de l'espèce et il se tisse entre eux un lien d'affection, peut-être même d'amour, on peut dire. Et cet homme qui s'appelle Gus va se poser une question qu'on se pose tous. C'est quoi la fin d'une espèce? De quoi est-on responsable de ça? Pas simplement lui, sa responsabilité individuelle, mais c'est quoi perdre un type d'existence sur la Terre, c'est-à-dire ces plumes-là, ce bec-là, ce goût sur la langue que cet animal avait et que lui ne connaît pas. Oui, ayant vu des oiseaux qui étaient quasiment à la fin de l'existence de leur population, quand vous voyez des oiseaux qui chantent, qui dansent, alors qu'ils sont tout seuls, quand vous voyez des oiseaux qui vivent dans des conditions incroyables, par des températures en montagne qui à l'époque descendaient à -20, vous dites mais quelle ténacité. C'est vraiment des leçons de vie pour nous. Hein. Ils nous apprennent aussi que c'est une lutte sans cesse. Hein, il ne faut pas voir la nature comme Walt Disney. Il faut manger l'autre pour pouvoir vivre et savoir qu'un jour on sera mangé. Donc là, en même temps, eh bien, vous apprenez la vie, puis quand vous arrivez à la fin de votre vie, ben, vous dites, ben, moi aussi, voilà, je suis au bout du chemin, je vais partir, et puis sur notre chemin, on aura semé, et voilà, et la vie continue. Donc c'est une certaine sagesse, je pense aussi. Il y a un besoin quand même de se retrouver, de vivre un autre rythme, ça c'est important, de s'éveiller à un autre monde que l'on néglige de plus en plus, et même parfois que l'on détruit, quoi. Par un peu notre égocentrisme. Hein. Et je peux vous assurer que quand on est dans cette situation d'éveil, à avoir changé son regard vis-à-vis de l'ensemble de ce monde, ben c'est un grand bonheur. C'est pas un plaisir, c'est un bonheur. Il faut faire la différence entre le plaisir et le bonheur. On a voulu que ça puisse parler au plus grand nombre et à cette cause de la préservation de l'environnement, de la préservation de la biodiversité. Et on l'a pensé tout public, accessible au jeune public, parce qu'on pense que c'est aussi le jeune public qui est la graine de demain et qui doit donc porter aussi la défense des oiseaux, mais plus largement de l'environnement. On voulait le faire à travers l'idée qu'on est lié au vivant, à travers des liens d'attachement
par les émotions, par le sensible, par l'écoute, par la beauté, que c'est beau de vivre ensemble. Et c'est pas juste qu'on doit protéger l'environnement parce que c'est juste, mais aussi parce que ça nous fait du bien. Oui. Et c'est une richesse pour l'humanité. Ce qui est extraordinaire, c'est un spectacle que vous pouvez jouer aussi bien en salle, mais que là vous jouez in situ. Donc quoi de mieux finalement peut-être que de réussir à l'adapter ici en le jouant au jardin botanique. Oui, pour nous c'est magnifique d'être à l'extérieur parce qu'il y a les oiseaux du parc qui répondent à notre bande son et qui évoluent avec nous finalement dans l'environnement sonore et dans l'espace. Des fois on a aussi des ombres d'oiseaux qu'on voit apparaître sur le sol de la scène et c'est quelque chose que finalement on a retravaillé à l'intérieur de façon, disons, artificielle, avec des effets lumière reproductibles à chaque spectacle. Et la beauté de l'extérieur, c'est que c'est des heureux hasards qui arrivent et du coup, c'est encore plus touchant. Vous allez faire une petite pensée chacune et vous allez faire... Oh, c'est bien! Tu vois, elles commencent déjà à s'envoler, les pensées. Le but, c'est que les pensées s'envolent. Justement, le but, c'est d'ouvrir la cage et que les oiseaux puissent s'envoler. C'est simplement là de prendre le temps aussi, de s'arrêter dans ce beau cadre, puis de se poser des questions peut-être qu'on n'oserait pas se poser en groupe ou avec des gens qu'on ne connaît pas aussi parfois. Oui. Et de se rendre compte qu'en fait, bah oui, on le fait tous les jours, que oui, on a une pensée et que oui, on sait écouter les autres, parfois changer d'avis. Moi, je travaille dans l'enseignement et je philosophe avec les enfants tout petits. Voilà, pour vraiment... Merci beaucoup. Merci à vous. Pour leur montrer en fait que on peut penser par soi-même, que la société, que les parents, que plein de gens vont nous nourrir avec leurs pensées, mais que rien n'est figé et que tout évolue dans la vie et que c'est important de savoir penser par soi-même pour justement ne pas rentrer dans des choses qui pourraient faire du mal plus tard. On en a besoin alors. Très important en ce moment, je trouve que ça va bien avec le contexte actuel. Comment on le sait qu'à ce moment-là, on est libre? On est heureux. Ok, on est traversé lié au par, bonheur. On est traversé par quelque chose de merveilleux, d'une espèce de sensation, quelque chose qui traverse le corps. On n'arrête pas d'avoir de belles rencontres. C'est-à-dire les gens s'arrêtent et ils partagent un petit morceau de vie avec nous. Et nous, ça nous nourrit aussi, autant qu'eux en fait. Là, on est déjà... on sent que voilà, on se remplit de tous ces partages et voilà, on apprécie énormément le moment. Moi, je suis là depuis ce matin. J'ai assisté à une magnifique rencontre de Raphaël Sané pour reconnaître les chants d'oiseaux. Et voilà, je vais m'y lancer. Et là, Marielle Massé, c'est des rencontres riches, intéressantes, dans un lieu magnifique, convivial, ravi, quoi. Stupéfaite, je lève mes longues manches flottantes dans les airs. Et c'est alors que je me vois sur l'écran de contrôle. Tout en noir, à l'exception des taches blanches au bout de mes manches. Ou plutôt de mes ailes. Sina vient de me transformer en Gémeaux cœur. On a fait un podcast littéraire sur la symbolique des oiseaux dans la littérature. On a choisi chacune un thème différent, donc d'une œuvre différente. Et on s'est dit, médiation littéraire, qui dit médiation littéraire, dire faire gagner un accès plus facile à la littérature aux gens. Moi j'ai choisi Le Corbeau pour le deuil, on a fait chacune le nôtre et on a décidé de faire gagner les livres.
On a un QR code au dos du marque-page qu'on distribue gratuitement pour avoir tous les podcasts gratuitement en libre accès. On les produit également en continu pour qu'on puisse les écouter en direct. Et on peut participer au concours pour un tirage au sort et gagner également la peluche avec le livre. Donc chacun choisit. C'est fait main par mes collègues. Bonjour Léa. Vraiment ici, à ce festival Penser la Terre, on découvre des créations très délicates, très élégantes. Et d'ailleurs, les élégantes, c'est le nom de votre entreprise? Exactement, oui. Alors, vous vous êtes tourné vers le cyanotype. Exact. Et c'est parce que j'aime le bleu. Oui. Et j'aime. Là, on y est. On y est. Hein. Parce que en fait, c'est une technique avec des produits photosensibles et on y travaille avec le soleil. Et en fait, le résultat donne toujours du bleu. Et on peut travailler avec des végétaux où il y a de la transparence ou des végétaux avec que des belles silhouettes. Et en fait, j'aime travailler avec les plantes, les fleurs et les faire revivre. Moi, j'aime travailler en fait la simplicité, le détail. Et en fait, il y a toujours un petit côté poétique et vaporeux. En fait, j'aime pas ce qui est figé et encadré net. Donc on a toujours de la volupté, de la douceur, de la légèreté, de la poésie. Oui. Ce festival Penser la Terre, il est littéraire, tourné vers la littérature et vers le vivant. Oui. Et là, vous y mettez aussi vos mots. C'est finalement. ça. En fait, il y a certaines plantes qui m'inspirent et qui m'inspirent des noms. Par exemple, le perce-neige, la première plante du printemps, plutôt de la fin de l'hiver, je l'ai nommée Éveil. Éveil de la nature. Oui. Je vois la vie en cyanotype dès que je me balade. En fait, j'ai toujours un petit livre quand je me promène et donc je mets ma petite plante dans mon livre et puis après je viens la presser chez moi et puis quand je travaille et que je crée, je ressors mes petites plantes et je fais des essais. C'est vraiment beau. Vous aimez bien? Ah oui. J'aime le vivant et là je travaille avec des fleurs qui ont été pressées mais je les rends vivantes et en fait par exemple la monnaie du pape, c'est une fleur qui est un peu oubliée des jardins des grands-mères. Et en fait, à chaque fois que des gens passent et la voient, ça leur rappelle en fait les jardins de leur grand-mère. Et donc voilà, il y a quelque chose de nostalgique et de générationnel que j'aime bien. Mado des oiseaux, c'est un bouquin qui est né de l'envie de parler des oiseaux et de faire qu'on puisse se lier à cette problématique des oiseaux qui sont en train de disparaître, en gros, par l'émotionnel, par l'émotion, donc par un personnage que j'ai donc créé, qui est une petite fille de l'assistance, à qui on raconte l'histoire qu'on raconte chez moi en Alsace, des cigognes qui amènent les bébés dans les familles. Et sa cigogne était un peu fatiguée, elle l'a déposée au foyer, elle n'a pas pu aller jusque chez elle. Et cette petite fille le croit, le prend au premier degré, va attendre que ses plumes poussent, elle va attendre de pouvoir enfin s'envoler pour aller retrouver sa maman dans le ciel. Et on va suivre le parcours de cette petite fille qui devient grande, tout son parcours de vie en réalité, qui est toujours très lié aux oiseaux, même si à un moment donné elle va comprendre qu'elle est juste humaine et qu'elle ne sera pas un oiseau. Alors au festival Penser la Terre, on peut déguster de merveilleux produits. Juliette, je suis en train d'arriver sur ton stand, il y a des confitures, de l'eau de rose. La rose, tu en as fait ta joie de vivre, J'en ai fait mon emblème, mon retour à la terre. C'est ça. Donc je recultive les roses anciennes à parfum. Oui. Donc toutes les variétés qui ont disparu, qu'on cultivait au Moyen-Âge. Et je les distille pour extraire l'eau de rose, qui est vraiment la quintessence de la rose. Et après, on peut s'amuser à faire des créations, des confitures, des sirops. C'est extraordinaire. Alors tu fais ça là, dans ce domaine magnifique. Voilà, à Ronqueville, à Ancy-sur-Moselle. Ancy-sur-Moselle. Ça représente combien de variétés de roses finalement que tu cultives? 250 variétés différentes et 3000 pieds de rosiers. Oui. Voilà. Ce qui est très rare. Ce qui est un peu unique en France et même dans le monde, parce qu'il n'y a plus qu'une variété de rose qui est cultivée dans le monde pour l'industrie ou la cosmétique. C'est une variété de rose de Damas qui s'appelle 15 ans lique. Alors la rose, on l'aime pour son parfum.
que tu conjugues d'ailleurs avec d'autres saveurs. En fait, la plupart de nos arbres fruitiers, c'est la même famille botanique que la rose, c'est des rosacées. Donc la mirabelle, c'est la même famille et donc on va retrouver des molécules aromatiques en commun. Par exemple, le géraniol, qui fait le bon goût de la mirabelle, c'est le composé principal de la rose. Donc on a une résonance entre le fruit et la fleur et puis une profondeur gustative un peu longue en bouche. Tu veux goûter? Volontiers. Là, tu as la rose pure, donc ça c'est le confit de rose. Donc on a une version gelée et une version avec carrément les pétales dedans. Je vous conseille. Je vais en reprendre. Alors la rose, on l'aime pour son parfum, bien sûr, et puis aussi pour ses vertus. Oui. Et parce que cette eau de rose aussi que tu confectionnes, elle a cette vertu, je crois, de nous permettre de garder une éternelle jeunesse. Oui, voilà, c'est le produit de la beauté de la peau, c'est le secret, c'est l'antiride de la nuit des temps. Hein, la rose, il y a ses propriétés un peu booster de collagène, donc on va venir mettre ça sur le visage le matin, ça nous rafraîchit, ça nous enveloppe d'un voile de douceur, ça fait du bien au moral aussi. C'est la rose, on dit, c'est la plante du secours émotionnel. Et puis, ça a des propriétés pour la peau, naturelles. C'est pas un lifting, mais c'est un bien-être quotidien. Oui. On est dans ce festival Penser la Terre et avec tous ces produits que tu proposes, tu rappelles aussi à quel point il est important de cultiver de manière naturelle, de prendre soin aussi du vivant. La thématique, c'est le courage des oiseaux aussi, ça t'évoque quoi ça? Et ça m'évoque la disparition des oiseaux, la disparition des insectes parce que les pesticides. Donc moi, je cultive en bio. J'avais fait ma thèse de doctorat parce que j'ai une autre vie, je suis chercheuse à l'INRA en agriculture bio. Et essayer de recultiver autrement. Il y a les pesticides, mais il y a aussi les ressources en eau, faire attention. Donc ici, moi, les roses sont plantées en agroforesterie, donc j'ai des arbres fruitiers qui apportent de l'ombre aux rosiers. Et donc j'ai pas besoin d'irriguer les roses. Et donc on préserve comme ça les ressources aussi. Alain Bougrain-Dubourg, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de m'accorder cet entretien. On se trouve dans ce cadre merveilleux du Jardin botanique de Metz, que vous connaissez? Oui, que je connais. J'ai été initié par Jean-Marie Pelt, alors évidemment. Il a contribué à crédibiliser, parce que c'était un scientifique, la vocation que j'avais, il n'y a aucun doute. Et puis c'était un homme délicieux qui avait des qualités humaines au-delà des compétences. Et le tout conjugué permettait d'aller de l'avant. Et pour le jeune journaliste que j'étais, c'était une crédibilisation de l'engagement. Oui. Vous intervenez là aujourd'hui dans le cadre du festival Penser la Terre, qui est placé sous le thème « Le courage des oiseaux ». Est-ce que c'est une qualité que vous leur prêtez, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est du courage ou de la détermination? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous voyez la sterne arctique qui va nidifier dans le Grand Nord et qui va passer l'hiver en flirtant avec l'Antarctique, soit 35 000 kilomètres, ça, c'est du courage quand même. Toute forme de migration est courageuse. Et les cigognes, par exemple, on sait que la première année de migration, elles vont perdre 75% de leur population, victime de toutes les contraintes de la migration. Et actuellement, plus largement, on constate qu'en Europe, par exemple, on perd chaque année 20 millions d'oiseaux. On a perdu 800 millions d'oiseaux en 4 décennies. Donc, pour les oiseaux, survivre aujourd'hui, c'est du courage. Et il y a du courage aussi de votre côté à mener ces combats depuis toutes ces années, justement, pour préserver cette biodiversité, pour se battre, pour préserver aussi ces oiseaux. Alors, je ne suis pas tout seul. Bien sûr. Bon, j'ai été un peu médiatisé parce que j'avais une émission de télévision, mais on est un clan et on est tous les amoureux de la nature qui, à leur niveau, s'engagent. Et ceux qui sont dans l'ombre ont souvent plus de mérite que ceux qui sont à la lumière. Je voudrais leur rendre hommage. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. 20 ans dans le Médoc, en Gironde,
pour faire respecter le droit alors qu'on abattait 30 000 tourterelles des bois illégalement chaque année. J'écoutais dans une émission d'un de nos confrères sur France Inter que vous disiez que vous étiez presque prêt à vous immoler d'ailleurs pour cette cause. Oui, j'étais désespéré. Je me disais que, bon, ça se faisait beaucoup à l'époque. mais quand même, il faut du courage mais, aussi. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais j'étais tellement désespéré que je me disais, si je me fais brûler sur la place publique pour les tourterelles des bois, ils seront obligés d'arrêter. C'est dire qu'on est obligé d'en passer par parfois vraiment des actions très fortes pour que les gens et en tout cas, le gouvernement qu'il y ait un sursaut. Il faut de la détermination et à la LPO, on en a. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez tant chez les oiseaux ? Oh, c'est magique, l'oiseau. J'ai envie de dire, qu'est-ce que je ne supporterais pas ? C'est leur absence. C'est un printemps silencieux, comme malheureusement on l'a prédit à une certaine époque. Et puis les oiseaux sont d'une grande diversité, ils sont beaux, ils sont courageux, ils sont singuliers et ils rassemblent autour d'eux des gens exceptionnels. Et ça compte énormément. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, est passée de 3 salariés et 3 000 membres à actuellement 80 000 membres, 9 000 bénévoles et 800 salariés. On est la première association naturaliste de France et ça, on le doit notamment à la convivialité qu'on retrouve par cette passion partagée des oiseaux. Et ce qui est rassurant aussi, justement, avec tous les combats qu'il y a à mener. Tout à fait. C'est rassurant de se voir dire que ça bouge. Que c'est soutenu. Les oiseaux aussi sont amoureux. Et vous avez écrit un livre, le dictionnaire amoureux des oiseaux. Qu'est-ce que vous nous y dites Alors, c'est une collection très célèbre, les dictionnaires amoureux, et celui-ci a reçu le prix de l'Académie française, ça me fait plaisir. Je raconte des anecdotes. Je suis en Antarctique, sur un bout de rocher, et puis il y a des manchots, je suis en train d'écrire, qui viennent vers moi, qui me tirent le stylo. Ailleurs sont les tourterelles des bois et le combat. Ailleurs, c'est l'homme à la pelle et les ortolans dans les landes. Ailleurs, c'est le martinet noir. Oiseau extraordinaire qui boit en vol, qui mange en vol, qui fait l'amour en vol, et le soir, il va dormir dans le ciel. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Donc voilà, ce sont que des anecdotes, je suis heureux parce que ce bouquin a si bien marché qu'en octobre, on va sortir le dictionnaire amoureux des oiseaux illustré. C'est-à-dire que la maison d'édition prend... Il y a Hubert Védrine avec la géopolitique et moi avec les oiseaux, où on va faire un dictionnaire illustré. Voilà, et c'est un bel ouvrage qui va sortir. Quel est peut-être le plus bel enseignement à tirer des oiseaux ? La plus belle leçon qu'ils nous donnent ? L'humilité, la détermination et le sens de la beauté. Désolé, les femelles sont souvent moins belles que les mâles et c'est une appréciation de bipède. Non, mais parce qu'elles ont besoin d'avoir un plumage uniforme. C'est vrai que le merle est plus joli que la merlette. Parce que tout simplement, c'est souvent elles qui couvent et elles ont besoin d'être noyées dans la nature et elles se feraient repérer sans ça. Mais globalement, tous les oiseaux sont beaux et bons. Et Victor Hugo disait « le beau est plus utile que l'utile ». Voilà à quoi servent les oiseaux. Oui. On a parlé des oiseaux et puis on a parlé aussi biodiversité. À Metz, on a un pavillon de la biodiversité qui a été inauguré. J'avais le bonheur d'être présent. D'ailleurs présent. Et vous avez écrit un livre, « La biodiversité pour les nuls », à mettre entre toutes les mains. C'est essentiel. Voilà, c'est 450 pages, un énorme boulot. Et j'ai demandé, dans cette collection qui est célèbre, Les Nuls, on a fait une première, j'ai demandé à des amis, Éric Orsena, Cédric Villani, Alain Baraton, enfin, de m'écrire un texte sur la biodiversité. Donc voilà, cet ouvrage qui démarre depuis l'apparition de la vie, il y a 3,5 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite aussi bien la biodiversité dans la littérature, dans la musique, Olivier Messiaen, dans l'écriture, etc., que l'engagement des associations de protection de la nature, les établissements publics. Bon, je crois qu'il y a à peu près tout. Oui. Voilà.
Pour autant, on a la sensation effectivement que parfois au niveau politique, ça a du mal à bouger, on a du mal à faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a des petits conseils? Alors peut-être pour que nous, à notre niveau, qu'est-ce que vous nous diriez, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour qu'on puisse faire bouger les choses et aller dans ce sens-là? Alors d'abord, sensibiliser les élus locaux qui, on l'a vu pour les municipales, ils sont de plus en plus sensibles. Ensuite, j'ai envie de dire adhérer à une association de protection de la nature. Pourquoi? Parce que quand on va devant un ministre, un premier ministre, voire un président de la République, plus on pèse lourd par nos membres, par notre représentation, plus on peut être écouté et pas seulement entendu. Et donc, c'est très important de donner les moyens aux associations d'exister. C'est un acte de solidarité. Et puis, bien souvent, quand on va plus loin, on fait l'effort d'aller au sein de la SOS, pas simplement cotiser, on peut trouver un réseau tout à fait remarquable qui va rompre avec l'isolement, la solitude qu'on peut connaître dans bien des quartiers, des villes. Le combat peut-être le plus important que vous menez en ce moment, il y en a eu tout au long de votre vie Là, au moment où je vous parle, dans les jours qui viennent, c'est l'espoir de faire protéger 2 espèces à l'agonie, le grand tétras et le lagopède. À la suite des démarches que la LPO et d'autres associations ont faites, on a obtenu des moratoires. Je voudrais que ces 2 espèces, comme Monique Barbu l'a promis, rentrent sur la liste des espèces protégées. Ça sera une première historique. Depuis 1987, c'était l'ortolan, dernière espèce protégée. Oui, ça prend du temps. Oh oui. Ça prend du temps. Vous avez peut-être pour terminer un oiseau fétiche, chouchou? Mon chouchou, c'est le martinet. Parce qu'il s'exprime en plus. Il arrive un peu tardivement, il part trop tôt, c'est déjà la fin des vacances, fin juillet. Et chaque soir, il y a ce ballet d'oiseaux qui siffle et qui nous apporte un exotisme formidable. Mais pour conclure, j'ai envie de reprendre ce que disait Einstein. Il disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Donc je rends hommage à tous ceux qui regardent et qui ont décidé de ne pas laisser faire. Merci infiniment. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.